Bonjour à toutes et à tous, Ressources But Géodésie, Ki46, on s'intéresse au routage des condensateurs de découplage. Donc on en a un peu parlé dans la vidéo précédente, mais c'est vraiment partiel. Ce que je vous propose maintenant, c'est ce qui correspond ni plus ni moins qu'à un résumé vraiment très condensé de ce qui est présenté dans le cycle de vidéos sur les condensateurs. Bon, évidemment, comme c'est extrêmement condensé, moi je vous recommande très clairement d'aller voir le cycle sur les condensateurs qui contient beaucoup d'autres choses. On s'intéresse donc au placement des condensateurs de découplage, la façon de les router. Et pour l'illustration, je vous propose un circuit vraiment très simple comme celui-ci avec un comparateur. Ce comparateur, il est connecté à un connecteur en sortie qui va permettre d'alimenter une charge que je ne visualise pas ici. Son alimentation, elle se fait avec deux condensateurs de découplage. Un condensateur de découplage qui est qualifié de global, qui correspond ici à un condensateur de 47 microfarads. Il y a également un condensateur de découplage qualifié cette fois-ci de local, qui est tout près du composant, en tout cas qui doit être tout près du composant, et on va voir pourquoi, dont la valeur est beaucoup plus faible, 100 nanofarads. Le circuit imprimé, c'est un circuit imprimé de couches, qui correspond à ce qu'on est en train d'étudier, avec une couche sur le dessous qui est réservée vraiment au plan de masse, plan d'alimentation pour la masse. On y fera passer éventuellement quelques signaux, mais vraiment très peu. Et sur le dessus, on va mettre l'ensemble de nos signaux. Et là, vous avez un exemple de routage qui apparaît, où on a mis le condensateur de découplage global près du connecteur d'alimentation, c'est généralement ce qu'on fait. Et ensuite, on a placé le condensateur de découplage local, également à proximité de ce connecteur d'alimentation et du premier condensateur de découplage. Le résultat, c'est que si on le critique, ce circuit il a un premier inconvénient, c'est que le condensateur de découplage local, finalement, il n'est pas local. Ce qu'on veut alimenter, c'est le circuit intégré U1, et ce condensateur de découplage, il est destiné à U1. Donc par conséquent, il va falloir le déplacer et le rapprocher de U1, parce que pour le moment, comme il est trop éloigné, son utilité, on le verra à la fin de la vidéo par une simulation, est totalement diminuée. Ensuite, les liaisons d'alimentation sont trop fines. Effectivement, on a des pistes qui sont très fines ici. Ce n'est pas une question de résistance par rapport au courant, c'est plutôt une question d'inductance de ligne. Alors je sais que l'inductance est une notion qui n'est pas abordée au tout début du but, mais ça n'empêche qu'au niveau des simulations, vous comprendrez bien quelle est l'importance de ce paramètre d'inductance. Ensuite, on ne tire aucun bénéfice du plan de masse qui se trouve en dessous, parce qu'à l'exception des connecteurs qui sont reliés, on le voit ici avec les petits pistes bleues, au plan de masse, tous les composants qui se trouvent sur le dessus n'ont pas été reliés au plan de masse directement. On a tracé des pistes, fines en plus, pour le tracé de la masse. Et ça, ce n'est pas ce qui est recommandé, ça ne sert à rien puisque nous avons un plan de masse à notre disposition. Donc, ce que je propose maintenant, c'est de voir comment il faudrait faire. Et l'objectif, c'est de minimiser les liaisons entre les condensateurs de découplage et les circuits intégrés dédiés. Et là, je parle de condensateurs de découplage local. L'objectif étant de limiter l'inductance des connexions. Également, il va falloir utiliser le plan de masse correctement. Et pour utiliser le plan de masse correctement, chaque fois qu'un composant doit être relié au plan de masse, on va venir placer une piste et un via, comme vous pouvez le voir ici. Alors dans le cas qui est proposé ici, la piste est peu large, elle est longue et le via petit. Tout ça, c'est plutôt mauvais parce que ça implique une inductance de connexion qui est importante. Alors on peut améliorer en élargissant la piste, on peut encore améliorer en limitant la longueur de la piste à son strict minimum. Alors on ne va pas directement dans la pastille, ce qui pose d'autres problèmes de planéité de la pastille par exemple. J'améliore encore cette fois-ci en me plaçant beaucoup plus proche finalement de la broche réelle du composant et en approchant également la broche VCC, ce qui est important alors plutôt pour les circuits multicouches, parce que ça permet de limiter ce qu'on appelle l'inductance mutuelle, l'inductance mutuelle entre les deux phases d'alimentation. Enfin, on peut encore améliorer en multipliant le nombre de vias, comme c'est proposé ici, avec 2 vias de part et d'autre du composant. Alors au niveau du circuit imprimé, maintenant, on reprend notre circuit. On a déplacé le condensateur C1 qui maintenant est beaucoup plus proche et il est alimenté directement par une piste large à partir du condensateur de découplage global C2.
Bien, ça me permet de limiter, le placement ici au plus près du circuit intégré va me permettre de limiter l'inductance de connexion, on verra ça par la suite. Donc ce condensateur placé au plus près donc, du composant, et également ce que vous pouvez observer cette fois-ci, c'est le fait que le plan de masse est largement utilisé. Chaque fois qu'un composant possède une broche qui doit être reliée à la masse, plutôt que d'effectuer un tracé de piste, on effectue un tout petit tracé de piste et on met en place un via qui permet de se connecter sur la couche du dessous et donc de fixer le potentiel de la masse sur la broche du composant concerné. Bien, alors, une phase qui est importante pour comprendre la suite de la vidéo, c'est de voir comment finalement on modélise un circuit imprimé. Ici, j'ai une piste de composants qui est très grande. Là, j'ai le circuit intégré que je veux alimenter. Alors ce circuit intégré, moi, j'ai décidé pour cette simulation de le symboliser tout simplement par ce qu'on appelle une source de courant pulsé. Un signal carré au niveau du courant. On verra ça de façon plus concrète sur la vidéo tout à l'heure. Ensuite, chaque piste possède une caractéristique électrique. Sa caractéristique électrique, vraiment celle qui domine, ce n'est pas la résistance de la piste, c'est ce qu'on appelle l'inductance de la piste. Ici, elle est évaluée à peu près à 5 nanohenries. Ici, entre le condensateur C1 et le circuit intégré à proprement parler, donc le condensateur de découplage local et le circuit intégré, on a également une petite inductance de piste qui est de l'ordre de 0,5 nanohenries. Et ensuite, toutes les connexions qui permettent d'aller piquer dans le plan de masse avec un via possèdent également une inductance série parasite de l'ordre de 1 nanohenry. Je vais simplifier, je ne vais pas tenir compte des inductances série parasites au niveau du condensateur ici, de celui-ci, au niveau des condensateurs. Je vais simplement considérer ici que la connexion à la masse pour le circuit intégré ajoute 1 nanohenry que je vais reporter en fait sur le VCC. Bon, c'est vraiment un détail. On va voir la simulation. Alors, cette simulation, elle porte sur le circuit suivant. Le circuit suivant, c'est notre circuit pour lequel on a considéré que l'alimentation se faisait par exemple par l'intermédiaire d'un câble USB de 1 mètre, dont les caractéristiques électriques peuvent être résumées à la mise en série d'une inductance série parasite de 1,5 microhenry avec une résistance série parasite de 0,162 ohms, qui correspond à la résistance des contacts des liaisons VCC et GND sur les connecteurs qui sont utilisés pour connecter le câble, et également sur la distance en cuivre que représente le câble pour le VCC et pour le GND. Et puis de l'autre côté, je symbolise mon circuit intégré par une charge donc en courant pulsée, dont je vous montre tout à l'heure à quoi elle ressemble. Et puis là, on trouve nos condensateurs de découplage, le global, avec son modèle équivalent, parce que un condensateur, ce n'est pas une capacité à proprement parler, c'est une capacité en série avec une inductance, en série avec une résistance qui provoque des pertes par effet Joule à l'intérieur de la résistance, mais qui provoque également une chute de tension, etc. Notez qu'en fonction de la valeur de la capacité, c'est-à-dire 47 microfarad ou 100 nanofarad, la valeur des éléments du modèle diverge. Effectivement, ici, on a une résistance série qui est relativement importante, 0,39 ohms, parce que le condensateur qu'on utilise, qui a une forte valeur, entre guillemets, 47 microfarad, utilise une technologie de type électrolytique, c'est un condensateur qui est polarisé. Et ici, on utilise plutôt un condensateur de type céramique, un petit condensateur CMS, qui est un céramique multicouche. Et ce condensateur céramique multicouche possède une propriété très intéressante, c'est le fait que sa résistance série est très faible. On peut également noter que l'inductance série est beaucoup plus faible que ce qu'on a avec le condensateur de découplage global de type électrolytique. Bon, évidemment, toutes ces notions, vous ne les avez pas, mais vous pouvez en faire l'acquisition en suivant le cours sur les condensateurs. Enfin, on trouve la petite piste qui permet de relier le condensateur de découplage local au circuit intégré. Alors maintenant, si on va voir la simulation. Alors, sur cette simulation, pour l'instant, ce que vous pouvez voir, c'est la représentation du courant.
Ce courant, c'est donc un courant pulsé, hein. On passe de 0 à 100 mA. On y passe assez rapidement parce que si vous regardez les caractéristiques de la source ici, c'est une source pour laquelle le temps de montée est de 2,5 nanosecondes. Alors, je vais zoomer très largement. Voilà, ici. Et si je zoome encore davantage, je vois qu'effectivement, il y a un temps de montée. Eh bien, on va mettre 2,5 nanosecondes pour aller de ce point-là à celui-ci. Et ça va avoir une incidence sur la chute de tension qui va être présente aux bornes de l'inductance ici du câble. On sait que la chute de tension aux bornes d'une inductance, c'est directement lié à la pente du courant qui circule dans l'inductance. Ici, la pente, eh bien, c'est 100 mA en 2,5 nanosecondes. Et donc la chute de tension ici, elle est liée à ça. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails parce que ça nécessite des connaissances qui ne sont pas forcément acquises au moment où vous verrez la vidéo en but 1. Bien, alors on regarde le résultat sur VCC. Et si on regarde sur le résultat sur VCC, c'est qu'effectivement, on a ici une chute de tension qui est provoquée par l'apparition donc du courant. Cette chute de tension, elle est peu importante dans le cas présent. C'est la chute de tension aux bornes de l'inductance qui se trouve là en fait. Et cette chute de tension, on l'évalue, si on regarde un petit peu l'échelle ici, à moins de 100 millivolts. Bien. Alors, je vais rezoomer la totalité, ici. Et donc, on a un signal au niveau de notre alimentation ici, le VCC de notre circuit, dont on voit qu'il va évoluer dans des bornes qui sont relativement contenues, puisque la surtension maximale sera de 60 millivolts. Ça veut dire que nos condensateurs de découplage jouent bien leur rôle et qu'ils ont été placés correctement. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque le condensateur de découplage ici a été mal placé. Et on va le mettre à peu près à 2 cm de distance avec une piste pas assez large, 0,5 mm par exemple. Alors, on relance la simulation. Bien, et lorsqu'on obtient le résultat de la simulation, eh bien, ce qu'on voit, c'est la présence de surtensions qui sont maintenant beaucoup plus élevées que ce qu'on avait tout à l'heure. Effectivement, si je zoome sur cette zone-là, la surtension au niveau de mon circuit, au niveau de l'alimentation de mon circuit, atteint ici plus de 600 millivolts. Donc, en ne plaçant pas correctement le condensateur de découplage, on a multiplié par 10 ici la surtension au niveau de l'alimentation du composant. Mais évidemment, tout ça, ça a des répercussions. Entre autres répercussions, ça peut tout simplement faire en sorte que le composant ne fonctionne plus correctement. Et dans certains cas, ça atteint même la possibilité de détruire le composant de par la répétition, comme ceci, des surtensions à ces bornes. Donc la capacité de découplage, le condensateur de découplage, son placement, son existence, etc., ce sont des paramètres vraiment très importants. Quand vous placez le condensateur de découplage local, vous le placez vraiment au plus près de la broche d'alimentation à laquelle il est destiné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui constitue une synthèse de ce que vous pourrez voir sur les vidéos qui concernent les condensateurs. Si vous l'avez apprécié, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y. Idem pour le site ge2i.fr sur lequel vous retrouverez l'intégralité des cours que je propose ainsi que des exercices en autocorrection. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.